bien, je crois que c'est l'heure. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour ce talk pour parler de Bruno. La référence un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas, c'est par rapport au film Encanto. Ne parlons pas de Bruno. Et aujourd'hui, on va faire tout le contraire, je vais vous parler de Bruno. Très rapidement, on va passer très vite là-dessus. Je travaille chez Synapse Medicine, je suis tech lead. On recrute, c'est surtout ça l'information qui est importante. Et on travaille dans le médical, donc on est là pour essayer d'améliorer la santé des gens en faisant de l'aide à la prescription. Donc si jamais vous voulez des infos sur les postes qui sont ouverts après, n'hésitez pas à venir me faire un coucou après. Donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que c'est que Bruno? Alors Bruno, c'est une API client à la manière de Postman, notamment. Vous devez probablement connaître Postman, mais il existe des alternatives comme Insomnia. Et donc c'est un outil qui va s'ancrer dans cette veine-là, mais qui a quelques petites particularités que je vais vous exposer pendant ces 15 minutes. Notamment, une de ses particularités, c'est qu'il est assez rapide. Bon, ça, après, c'est toujours un petit peu subjectif, on n'a pas fait de benchmark, mais il est surtout très guide-friendly. Vous allez voir, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Postman, tout ce qui va être collaboration avec des outils de ce type-là est généralement assez compliqué, notamment pour pouvoir en fait, vous entraîner vers des modèles payants, où là, ça va être très facile de partager les choses, mais où du coup, il va falloir sortir la carte bleue. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est open source, je ne l'ai pas dit, mais du coup, c'est toujours quelque chose qui est intéressant, qui nous permet d'aller mettre les mains dans le code et d'apporter des nouvelles fonctionnalités si besoin. C'est écrit en JavaScript, je ne ferai pas de commentaires sur si c'est bien ou si c'est pas bien. Et par contre, il est offline only. Il n'y a pas du tout de synchronisation cloud, pas besoin de créer de compte sur un site externe. Si vous téléchargez Bruno et que vous l'installez sur votre ordinateur, vous êtes capable tout de suite de l'utiliser sans avoir besoin de passer par quelconque autre plateforme. Il existe sous 3 versions. Il y a la version interface graphique, qui est la version classique comme on retrouve pour Postman. Il y a aussi une CLI qui permet de l'interfacer avec des outils de CI, par exemple. Et il y a aussi une extension VS Code. Donc tout de suite, on va rentrer dans la partie démo. Hop. Et donc quand on lance Bruno, ça ressemble à ça. Donc pour tous ceux qui utilisent des outils de ce type-là, vous ne serez pas perdus parce que globalement, l'interface est exactement la même. Sur la partie gauche, ici, on retrouve l'ensemble des collections que l'on connaît. Une collection, au sens de ce genre d'outil, c'est une série de requêtes ou d'actions sur des API qui vont être liées sur à peu près le même domaine. Donc là, pour l'exemple, j'en ai deux. J'en ai une qui est liée à ce que je fais actuellement chez Synapse, qui permet d'interagir avec des bases de données du médicament pour connaître les stocks de médicaments en France. Donc ça, c'est très, très métier, ce que je fais actuellement. Et de l'autre côté, il y a quelque chose que je vous ai préparé pour cette démo. Donc il y a une API, il y a un microservice en Go qui tourne sur ma machine avec une base Mongo et dans laquelle je suis venu créer des requêtes ici, Bruno. Donc avant de vous montrer directement les requêtes, je vais vous montrer un petit peu comment on peut les paramétrer, parce que la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'ici dans l'URL, on peut mettre des variables. Ça peut paraître bête, mais c'est quand même assez intéressant. Et donc ces variables, on peut les configurer à différents environnements. On a la notion de configuration au niveau de la collection. Et donc, au niveau de la collection, on peut mettre un ensemble de fonctionnalités communes, par exemple avoir des headers qu'on veut toujours envoyer, définir ici des variables avec cette notion de pré-requête et post-request. Donc, pour tous les onglets où il y aura cette notion-là, c'est tout simplement, il y a des informations que l'on peut setter avant la requête. Donc, avant que la requête parte, on peut venir faire quelques traitements dynamiques. Et en post-request, c'est plutôt après. On peut gérer de l'authentification, je reviendrai dessus un peu après. Pareil pour le scripting, je reviendrai dessus après. Quelque chose d'intéressant, ça va être les tests, que je vais vous montrer tout de suite. Et juste, hop. Donc ça, c'est le premier niveau de configuration, qui est au niveau de la collection. Et après, on a la notion d'environnement. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous permet de définir votre environnement local, l'environnement de test, l'environnement de production. Jusque-là, tout est très classique par rapport à d'autres outils sur le marché. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, on a la notion de secret qui est définie. Et ce que je vous ai dit, c'est que Bruno, il était guide-friendly. En fait, sa particularité, c'est que tout ce que vous allez faire dans cette interface graphique, ça va se stocker sous forme de fichier sur votre ordinateur. Et pour les passwords, les secrets, donc là, c'est un password très sécurisé, les secrets, en fait, ils vont être définis dans les fichiers Bruno, mais ils ne vont pas être enregistrés. C'est-à-dire que chaque personne qui va récupérer cette collection Bruno va devoir le re-renseigner, mais va savoir qu'elle doit renseigner cette valeur-là. Donc ça permet toutes les valeurs en clair vont être enregistrées en clair dans vos collections et dans vos fichiers, je vous les montrerai après. Et par contre, vos passwords, eux, il faudra avoir un moyen externe de les récupérer. Il y a une interfaçage qui est possible avec Vault, par exemple, mais c'est dans une option payante. Donc voilà, donc c'est la notion d'environnement.
On va repasser sur nos requêtes. Donc l'interface est très simple. On a la possibilité ici de mettre des paramètres, de mettre un body. Donc là, ici, c'est une requête qui vient récupérer tous les produits. Et donc, quand je viens taper mon API, on a les résultats. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément le résultat parce que c'est complètement bidon, c'est plutôt qu'on a la possibilité ici de mettre ce qu'on appelle des asserts et des tests. Donc les asserts, c'est un moyen, en fait, où on ne va pas juste pouvoir faire des requêtes sur notre API, on va aussi être capable de les tester. Avec deux méthodes, les asserts qui sont un moyen de récupérer directement des informations comme le statut, des informations sur le body et de venir appliquer des actions. Et du coup, dans la liste des tests ici, on verra que ça va apparaître et que là, c'est bien. On a bien un statut qui est égal à 200. Mais on a aussi la possibilité de faire des tests ici plus poussés, donc des tests comme en JavaScript classique. Et du coup, de pouvoir de regarder ce qu'il y a dans le body et de vérifier que mon body a une longueur qui est plus grande que 1, que j'ai supérieur ou égal à 1, donc que j'ai au moins un produit dans mon résultat. Donc là, encore une fois, les tests peuvent paraître assez simples, mais en fait, on a toute la puissance de JavaScript qui est utilisable ici, et notamment, on peut importer avoir des librairies externes qui permettent de venir avoir des fonctionnalités qui sont très poussées. Je parlais rapidement du scripting. Je vous le montre ici. On peut mettre, là, encore une fois, à des fins d'exemple, c'est uniquement des consoles log, mais ici, on peut venir, on le verra après pour la partie authentification, venir exécuter des vraies requêtes à d'autres API, faire du pré-traitement, générer de la donnée aléatoire, par exemple, pour pouvoir faire nos requêtes, avant de faire nos requêtes, et en sortie des réponses, venir setter des variables qui vont être utilisées dans d'autres requêtes. C'est ce genre de use case qu'on va pouvoir faire. Si je vous montre très rapidement, du coup, il y a un développeur tool. Étant donné que c'est un outil en JS, on est capable d'avoir directement les informations. Et là, on retrouve bien nos console logs qui sont faits avant et après. Donc, encore une fois, les méthodes très simples. On peut faire toutes ces méthodes-là. Je ne vais pas vous montrer toutes les requêtes, les autres n'ont pas tellement d'intérêt. Je vais vous montrer celle, par contre, où on vient faire du post, parce que je vous ai parlé de pouvoir mettre un body. Donc, on a la possibilité de faire du prettify, d'avoir le contenu des requêtes qui s'affiche ici. Encore une fois, on peut mettre des variables à n'importe quel endroit de l'outil. Et ici, si on lance cette requête, par contre, on va se prendre une erreur parce que c'est un endpoint qui a besoin d'authentification. Donc, pour l'authentification, je suis passé très vite dessus tout à l'heure exprès. Ici, au niveau de la collection, on a la possibilité de venir setter de l'authentification. Alors de plusieurs types, il y en a pas mal qui sont implémentés, on peut avoir notamment de l'OAuth 2. Donc on peut avoir directement la partie récupération d'un token OAuth 2 qui est faite dans Bruno. Ce qui fait que ça vous extrait, ça vous enlève cette gestion à faire. Ou alors dans mon cas, ici c'est un bearer token. Le petit twist, c'est que ici j'ai mis une variable parce que ce token-là, en fait pour le générer, j'ai une API qui est un peu bizarre, ou pour l'authentification, c'est un peu du basic auth mais qui me retourne un JWT. Donc ici, j'ai fait un script de pré-requête. Donc on voit qu'on peut importer des librairies externes JavaScript. On vient récupérer le username et le password qui sont des variables d'environnement qui sont définies dans chacun de mes environnements de ma collection. Et là, je viens faire ma requête, récupérer le token dans la réponse et venir setter une nouvelle variable. Donc vous voyez qu'on peut avoir cette petite gymnastique de venir faire du pré-traitement et enregistrer des choses après. Et donc une fois que j'ai dit ça, dans mon authentification ici, j'utilise mon JWT token. Et donc sur ma requête en tant que telle, je peux lui dire qu'au niveau de l'authentification, je veux hériter de celui de la collection. Et donc, en faisant ça, je vais récupérer, le token a été récupéré dans la pré-requête et on peut venir l'utiliser. Si on a de l'OAuth 2, il y a un mécanisme qui permet directement de récupérer le token. Si c'est une API key, c'est pareil. Donc, il n'y a pas forcément besoin de passer par du scripting. Mais c'était aussi pour vous montrer le cas d'utilisation du scripting. Et enfin, hop, je vais juste le delete mon produit. Donc ça, c'est pour la partie user interface. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est du coup à quoi ça ressemble côté code, on va dire. Donc là, j'ai un dossier qui s'appelle collection, dans laquelle on retrouve, vous voyez, en fait, il y a un markup language qui s'appelle le bru et qui permet de définir du coup toutes nos requêtes. Donc là, on a les configurations au niveau de la collection. On retrouve mon script de pré-requête qui est défini ici, celui que je vous montrais à l'instant. Et chacune de nos requêtes est définie sous des fichiers qui sont des fichiers à plat qu'on peut mettre dans notre versionning Git. Si vous allez voir après le repository cette présentation, vous verrez exactement toutes ces informations-là. Et ce que je vous disais par rapport à l'environnement et aux secrets, c'est que ici, par exemple, le password et le token, eh ben, c'est des variables qu'on ne veut pas exposer dans Git pour des raisons de sécurité. Et donc, ce sera à chacun de les renseigner après. Hop.
Ah, et dernier truc, je vais vous montrer la CLI. Du coup, il y a une CLI avec Bruno. C'est des connexions. Hop. Où on peut, pareil, les secrets, il va falloir les passer. Donc, on peut les passer directement avec la ligne de commande ou avec des variables d'environnement. Et ça permet, du coup, si vous êtes dans un environnement un peu en mode CI, de venir jouer des tests, en fait, automatisés. Voilà. Là, j'ai une erreur, par exemple. J'ai une 400 sur le create product. Ah, c'est parce que je n'ai pas sauvegardé quand j'ai enregistré l'authentification. Mais voilà, ça permet de lancer des tests et d'avoir un processus automatisé. On va pouvoir venir tester exactement ce qui se passe et valider des tests un petit peu d'API. La question que vous pouvez avoir, c'est OK, et par rapport à Postman, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou pas? Alors, il y a des différences. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bruno, c'est un modèle open source, derrière, avec un modèle de financement dont je vous parlerai rapidement. Il supporte moins de protocoles globalement, si on regarde par rapport à Postman. Postman permet de supporter du WebSocket, du gRPC. Bruno, pour l'instant, c'est uniquement du HTTP et du GraphQL. Il y a d'autres langages qui sont en cours d'implémentation, mais pour l'instant, ils ne sont pas disponibles. Ce qui est par contre intéressant, c'est tout ce que je vous ai montré par rapport au format Bruno et au fait que c'est facilement partageable dans votre file system. Et un truc qui est très très intéressant, c'est que c'est vraiment offline first et vraiment pas payé à l'utilisation, ce qui fait que votre collection, vous pouvez la jouer autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucune limite, comme on peut avoir avec Postman, où en fonction de votre plan, si vous voulez jouer toute votre collection, en fait, vous allez être limité à un nombre de fois par mois, ce qui peut paraître assez étrange quand vous êtes sur votre ordinateur. Et pour la collaboration, comme je l'ai dit, avec Bruno, c'est gratuit si vous utilisez Git. On continue encore sur les comparaisons avec Postman. Si on regarde vraiment sur la partie offline, là, vous voyez, moi, j'ai même pas Internet là sur mon ordinateur actuellement, et pourtant, je suis capable d'utiliser Bruno. Si vous lancez Postman sur votre ordinateur sans Internet, il y a quand même des besoins de requêtes pour aller récupérer des informations sur quel est l'état de Postman, enfin de votre compte Postman, ce genre de choses. Donc en fait, le offline first, c'est vraiment pas quelque chose qui est dans l'outil Postman. Il y a même des rapports. Alors, quand on passe par l'interface web directement pour faire les requêtes, c'est normal que ça passe par les serveurs de Postman pour faire les requêtes. Mais par contre, il y a des rapports qui disent que sur certaines machines, il y a déjà eu des requêtes qui ont été proxifiées depuis l'appli desktop, ce qui peut paraître complètement incohérent. Alors qu'avec Bruno, comme il n'y a pas de serveur entre les deux, c'est directement votre machine qui vient faire les requêtes. Ce que je vous montrais rapidement avec Axios, en fait, on peut le pousser encore plus loin, parce qu'on peut faire du scripting vraiment avancé et avoir un package.json, comme vous le feriez dans un projet JavaScript, et venir récupérer des dépendances. Typiquement, si vous avez besoin d'une librairie n'importe laquelle sur NPM, vous pouvez la récupérer et faire vos requêtes et les inclure dans vos scripts de pré ou de post request. Alors qu'avec Postman, c'est possible, mais c'est des workarounds qui paraissent assez bizarres, comme copier tout le bundle, enfin tout un fichier minifié JS, de le copier dans une variable pour l'importer dans un script. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Avec Bruno, c'est directement possible. La CLI, on en a parlé un petit peu. Postman a deux CLI qui ont des use cases un petit peu différents, mais les deux ont des limites sur le nombre de calls qui peut être fait sur les API de Postman, sur les serveurs de Postman, alors que Bruno, c'est gratuit encore une fois. Là où quelque chose qui n'existe pas avec Bruno, c'est la partie performance testing. Avec Postman, on est capable de jouer des tests, plusieurs tests, enfin de faire un peu du load testing avec. Avec Bruno, c'est pas maintenant, c'est planifié dans une édition future, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. Et comme je le disais, j'ai mis pour référence la liste de toutes les features qui sont supportées par Bruno et par Postman. Et globalement, Postman permet aussi de faire des mock serveurs, permet de faire beaucoup plus de choses, c'est clair et net. Mais pour 90%, je pense, de vos use cases, Bruno fera très bien le travail pour une alternative open source. On parle un petit peu d'argent, parce qu'il faut des fois. Il y a un pricing du coup pour Postman que vous avez à gauche. J'ai comparé les éditions Enterprise. Il faut savoir que pour l'édition individuelle pour Bruno, c'est 19 $ et c'est une licence qui est valable à vie pour 2 machines. Donc vous avez tout de suite tout ce qu'il y a dans la Golden Edition de la même façon. Et si on compare les pricing, c'est des pricing annuels côté Bruno, là où c'est côté Postman, c'est des paiements mensuels. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc il y a la liste de toutes les features qui sont supportées. Il y en a plus côté Postman, il y a notamment des gestions de droits sur les collections, du airbag ou des choses comme ça. Là où Bruno va être un peu plus
va avoir des features supplémentaires, mais qui vont être simplement pour revenir un petit peu au niveau de Postman sur notamment les protocoles qui arrivent et pour avoir du support et plus de l'outillage, un petit peu pour avoir une visualisation Git dans l'interface utilisateur, mais rien de très fancy. C'est tout pour ma présentation. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser juste après. Il y a le lien de ce repository avec tout l'exemple que je vous ai montré, le microservice, la partie Bruno. Et je vous remercie.